Merci Pierre, merci Soko. Et je commencerai par vous dire le plaisir et l'honneur que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter quelque chose sur une question à laquelle je m'intéresse depuis ma thèse. Alors, comme je savais que c'était la première séance du séminaire, j'ai préparé quelque chose qui est en 3 volets. Il y a une partie théorique qui concerne en gros le concept que j'ai tiré pour parler de l'amnésie collective telle que les romans la représentent. C'est à peu près là que s'arrête ma compétence en la matière, et encore cela concerne les romans de la première moitié du XXe siècle français. Une seconde partie aborde cette question-là directement au sujet des romans et en essayant d'envisager, de classifier comment la fiction représente les oublis collectifs. Et enfin, je voudrais, pour vous montrer un peu plus précisément comment ça se passe directement en texte, je ferai une sorte de micro-lecture qui présente cette question-là à partir d'un roman de cette période-là qui est Le Feu d'Henri Barbusse. Alors, ce que je présente aujourd'hui va donc faire l'objet d'un projet de recherche postdoctorale à Paris 8, supervisé par Pierre Bayard. C'est donc quelque chose qui est à la fois déjà bien construit sur le plan théorique et en exploration en ce qui concerne le corpus. Je vous demande de prendre le projet comme tel, et en échange je vous épargne les appels à l'indulgence et les précautions rhétoriques propres au projet de recherche en cours. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de l'anecdote qu'évoque Georges Perec dans Récit d'Ellis Island. C'est une anecdote rapportée avec humour qui raconte l'espoir et la peur des immigrés qui, à quelques miles de l'île de Manhattan, risquent d'être renvoyés chez eux s'ils ne satisfont pas aux critères de sélection des services de migration. Un immigré juif polonais, à peine débarqué du bateau, se voit demander son nom par l'officier d'immigration. Comme il s'identifie, on lui répond qu'il lui faut un nom américain. Or, l'immigré ne parle pas anglais et il n'en connaît pas. Le cerbère de service lui donne donc celui du milliardaire Rockefeller en le priant de s'identifier ainsi au prochain poste de contrôle. Seulement les heures passent dans la vaste salle de triage de l'île aux larmes, et lorsque l'immigré arrive au second poste et qu'on lui demande son nom, il répond en répétant « Schon vergessen, soit en yiddish « j'ai déjà oublié ». L'officier de migration prend son stylo et note avec précaution ce qu'il vient d'entendre « John Ferguson ». La consonance américaine du nouveau patronyme oblitère une identité et une histoire individuelle, lors même qu'elle enregistre ce violent effacement. Alors qu'il gomme l'identité de celui qu'il nomme, le nom d'emprunt se fait nom d'empreinte et il garde la trace de l'effacement qu'il performe. La résistance passive que constitue l'oubli du premier nom d'emprunt, Rockefeller, le comique de l'anecdote, que le lecteur assimile ce qu'on appelle généralement l'humour juif parce que l'anecdote témoigne du néant en même temps qu'elle est une déclaration de dignité. Enfin, la coïncidence sonore qui fonde la méprise onomastique raconte une mémoire de la diaspora juive que le texte évoque en termes sonores et qui s'inscrit durablement dans la mémoire littéraire. L'anecdote forme par exemple l'incipit du dernier roman de Paul Auster, 4321. Si je retiens cette anecdote pour commencer ma présentation, c'est qu'elle est emblématique de la question que soulèvent un certain nombre de romans au sujet des rapports de la littérature à la mémoire collective. Comment le roman peut-il faire des effacements qu'une société opère sur son passé, la matière même d'une histoire, des oublis de l'histoire? La mémoire collective se compose d'un ensemble de rites, de phénomènes commémoratifs, d'hommages, qui participent d'un besoin anthropologique de conjuration de cet oubli.
et dont la fonction est celle d'une culture de la mémoire. Or, la question qui me retient aujourd'hui excède cette dichotomie. L'hypothèse de mon projet est en effet que les romans de la première moitié du XXe siècle forment un espace de reconfiguration de la mémoire collective d'après ces oublis. Alors, afin de distinguer cet art de l'oubli de la vocation mémorielle généralement accordée au genre romanesque, je propose le terme de roman lettéen. Il qualifie, par référence au fleuve légendaire de l'Antiquité, les formes d'un roman qui reproduit moins la mémoire collective de son temps qu'il n'indique les sélections drastiques, les effacements, les souvenirs écrans qui déforment la mémoire, les trous de mémoire dont le relevé fonde chez certains romanciers une écriture inventive et critique. Je ne pars pas de nulle part. Disons que mon projet s'inspire de tout un tas d'appuis théoriques et d'écrits. Parmi ces derniers, il y a Mémoire de l'oubli qui est paru il y a 2 ans, je crois, de Raphaël Guidé, et qui aborde cette question de manière très fine, mais dans un corpus qui est comparatiste. Et cette question-là, en littérature du moins, a été abordée pour la première fois, sauf erreur de ma part, par Harald Weinrich, sous la forme, cette fois-ci, d'une étude romaniste qui rassemble différents textes allant de Dante à Nietzsche pour montrer la profondeur historique de ce qui constitue une culture de l'oubli. Il faudrait évidemment évoquer comment l'objet mémoire, que ce qu'est le roman, est évoqué par Judith Schlanger, par Isabelle Denet dans des textes comme Les Grandes Disparitions. Il y a La mémoire du roman qui est paru en 2016, je crois, qui évoque cette question-là au passage. La mémoire des œuvres, je l'évoquais à l'instant. Et quant aux travaux plus spécifiques à l'oubli, je retiendrai ceux de Bertrand Gervais qui, lui, aborde la question de l'amnésie en rapport à au motif du labyrinthe, en évacuant le principe l'idée mythique du fleuve l'été, et en l'abordant d'abord à partir de ce motif du labyrinthe qu'il suit à travers différents romans et différents films aussi. Et enfin, le projet qu'a monté Marc Angenot avec Régine Robin il y a plus de 5 ans déjà, je crois. Non, c'est en 2009. C'est paru sous la forme d'un long article dans Discours social 2009. Je me suis inspiré pas mal de leurs travaux de recherche. Ils lançaient les bases de cette réflexion au sujet d'un corpus comparable au mien. Alors, pour trouver ma voie parmi ces recherches, moi, ce qui définit mon approche, c'est d'abord la sociocritique, c'est-à-dire qu'on définit généralement comme une herméneutique de la socialité des textes. C'est un angle inspiré de Bakhtin, de Claude Duché, de Pierre Popovitch, de gens comme Jean-François Chassé ou Marc Angenot également. Et pour cette question-là, disons que ça détermine la manière dont on approche la question, puisque la sociocritique s'intéresse en priorité aux manipulations, aux mécanismes sémiotiques, et ça force, disons, à lire ce que serait l'amnésie collective en conjoncture, à partir des images, des mots, des savoirs que peut mobiliser une œuvre et en interaction avec l'imaginaire social et avec la mémoire collective du moment. La notion que je vous propose pour cette question, pour en venir à ce que j'ai présenté dans mon livre, c'est-à-dire la notion d'oubliogramme, qui désigne les effacements actifs et passifs de la société française de la première moitié du XXe siècle, tels que les romans les donnent à lire. Les oublis désignent ce concept, résulte d'interventions sémiotiques identifiables qui affectent le tissu mémoriel d'une société et qu'il faut donc lire à partir d'altérations, d'amputations, de réécriture, d'oblitération. C'est ce concept général d'oubli collectif que je vous propose d'explorer brièvement et qui recouvre d'abord 4 catégories.
Alors, la première d'entre elles, c'est l'oubli national, c'est-à-dire l'oubli officiel, institutionnalisé, décrété et promu par les autorités. Le pouvoir réagence l'histoire à son avantage et en fonction des intérêts du présent. Et ce faisant, il opère des effacements de grande ampleur, des dénégations radicales, des manipulations du passé qui imposent à l'échelle d'une nation l'oblitération de pans entiers de l'histoire. Alors, cet oubli national prend différentes formes, mais elles sont toujours en relation avec la légitimité du pouvoir et avec la défense d'une idéologie. Ces silences, ces mensonges, ces oublis ont toujours pour fonction d'accréditer l'action du pouvoir et de conforter l'ordre historique dont il tire sa légitimité. J'aborde une autre question, tout simplement parce qu'il serait naïf de penser que les ouvrages savants, que les recherches d'historiens, les essais, les rapports scientifiques, y compris celui que je suis en train d'élaborer, sont imperméables à l'amnésie collective. Marc Ferraud, notamment, a montré dans l'Histoire sous surveillance qu'il existe bien un oubli savant qui ne s'explique pas seulement par l'absence d'archives ou le caractère partiel de ce que les documents disent sur telle ou telle époque. Ce que je vise par là d'abord, ce sont les processus savants et les choix épistémologiques des historiens et la façon dont ils provoquent eux-mêmes des mises au banc de l'histoire, des sélections qui déterminent l'accessibilité et le champ d'investigation futur. Les travaux de Robert Aron, par exemple, sur l'histoire de Vichy, dans l'immédiate après-guerre, en s'appropriant tout un matériau juridique lié au procès d'épuration, déterminé pour très longtemps, jusqu'au livre de Robert Paxton dans les années 70, la façon dont on percevait Vichy et ont imposé une version très édulcorée de cette période sombre de l'histoire de France. Exemple peut-être moins connu pour nous, mais tout aussi intéressant, c'est l'ouvrage paru en 1995 de Michel Roth-Trouillot, s'intitule Silence in the Past, Power and Production of History. Et alors, ce que montre Trouillot, c'est comment le passé d'Haïti a été, dans le domaine savant, bâillonné par les textes historiques eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment des recherches emblématiques d'oubli docte, si vous voulez, et d'un effacement qui opère au gré d'impasses et de renoncements savants. Et qui trouve sa continuité dans une sorte d'éternel aggiornamento historique, disant non, il faut reporter à telle date l'étude de tels ou tels éléments. Autre aspect de cet obliogramme, c'est le caractère communautaire que peut prendre l'amnésie lorsqu'elle concerne les communautés sociologiques, ethnologiques ou religieuses. Chaque groupe fragmente et oblitère la mémoire collective en fonction des récits du passé auxquels il s'identifie. À l'évidence, l'ensemble de textes religieux, les récits, les chants qui composent une culture de la mémoire et ces rituels tendent en période de modernité à reculer, mais l'oubli partagé au sein d'une communauté, plus volatile et fluctuant, réinvente le passé au gré de traditions inventées. C'est celle qu'ont étudié notamment Eric Hobsbawm et Terence Oranger en les désignant comme l'invention d'une tradition. Et à l'inverse, on pourrait dire que la concurrence des victimes dont on parle tant aujourd'hui, eh bien, qui est parfois présentée comme un phénomène propre aux mémoires contemporaines, elle faisait déjà l'objet de commentaires chez Tacite qui alertaient ses lecteurs du danger que court le passé dès lors qu'un groupe s'en proclame l'élément identifié et l'élément identifiant et charge de culpabilité toute remise en cause d'une telle appropriation. Le dernier aspect de cette catégorisation-là, c'est l'oubli culturel.
c'est-à-dire l'agencement d'oblitération opéré par chaque individu en fonction de l'ensemble de ses connaissances culturelles d'une part, et d'autre part des trois types d'oubli que je viens d'énoncer. Ces manipulations sont indissociables, comme l'écrit Ricoeur, de la fonction sélective du récit, parce qu'elle offre l'occasion et les moyens d'une stratégie d'effacement autant que de remémoration. La tradition rhétorique de l'ars memoriae, par exemple, est emblématique de ce type d'effacement. Francis Yates, dans The Art of Memory, on a fait une exégèse remarquable et en insistant aussi sur l'ars oblivionis, qui détermine cet art-là, c'est-à-dire, par exemple, le genre des historiae consacre certaines figures qu'on qualifie généralement de grands hommes comme représentatifs de l'entièreté du passé, et en opérant une écriture de l'histoire selon ce principe d'édification-là, elle corrobore une histoire qui s'écrit à partir d'une sélection d'hommes illustres et d'actions qui sont seules jugées dignes d'être retenues. Alors à ces catégories d'oubli s'ajoutent 4 façons d'oublier. Comment s'y prend-on, en effet, pour faire oublier un élément du passé dont la portée collective est de notoriété publique? L'oubli souffre, comme le rappelle Ricoeur, des mêmes formes d'abus que la mémoire, l'oubli pathologique, l'oubli commandé, l'oubli manipulé. Disons qu'en partant des distinctions faites par la phénoménologie ricoeurienne de la mémoire et de ses abus, on peut identifier 4 modes opératoires de l'amnésie collective. Le premier d'entre eux, ce sont les oublis commandés. Une société peut ordonner l'effacement de pans entiers du passé par des oublis commandés qui ont force de loi. Au pire, la réalité doit s'adapter au diagnostic qui en est dressé. Ces silences et ces oublis s'accompagnent, dans le cas de régimes autoritaires, de mesures exécutées sur ordre pour mettre hors d'atteinte des documents qui viennent contredire la version officielle des faits. Un des cas emblématiques de cela, par exemple, c'est les protocoles de la deuxième conférence de Pétrograd, où Lénine faisait l'éloge de Trotsky et dont toutes les retranscriptions ont été détruites par les staliniens. De manière radicale, l'oubli national peut prendre cette forme explicite et violente d'un effacement pur et simple, qui trouve ses origines dans la damnatio memoriae des Romains, qui consistait à non seulement exiler un ennemi politique, mais à effacer toute trace de son passage dans la cité. Et lorsqu'il cible des massacres de masse, évidemment, cet oubli officiel fait peser la menace d'une annihilation mémorielle de grande envergure qui redouble le massacre qui s'est produit et qui crée une sorte de disparition complice de l'horreur en la redoublant. À ces oublis commandés s'ajoutent des substitutions. Ça, c'est un exemple que j'emprunte à Marc Ferraud. La légitimité de la papauté repose sur le plus durable des faux. Au XVe siècle, Laurent Valla et Nicolas de Cues, 2 dignitaires de l'Église, révélèrent que les 2 principaux documents sur lesquels la papauté s'appuyait pour fonder la légitimité de son pouvoir, la donation de Constantin et les décrétales d'Isidore Mercator, étaient des contrefaçons. Cela a été prouvé, bien prouvé, et pourtant, depuis cette date, la papauté a su faire oublier cette opération qui pourrait mettre en cause sa légitimité. Les faux ailleurs, les faux dauphins de France, les origines troyennes affabulées, les contrefaçons, les maquillages, les dénaturations, les fabrications pures et simples de documents qui écartent un prétendant au trône ou qui attribuent une origine légitimante au pouvoir. On pourrait en nommer presque pour chaque siècle en ce qui concerne l'histoire de France, et ça donne une idée du caractère illicite de ces effacements comme de la nécessité de les lire sur la longue durée. Alors, pour avancer, je passe tout de suite à
une autre forme d'effacement, celle des manipulations. Ces réécritures ne sont pas en effet toujours aussi spectaculaires. Sans s'appuyer sur un passé inventé ou sur le remplacement d'un passé par un autre, l'oubli volontaire peut reconnaître une partie du passé dont il ne nie pas l'existence, mais qu'il déforme sur le mode de ce que Ricoeur appelle la direction des opérations de mémoire, c'est-à-dire une prise en main de la mémoire officielle qui empêche sciemment des visions divergentes d'émerger. L'oubli collectif n'est alors de manipulation de la mémoire qui déforme et réécrivent des représentations du passé. De cette catégorie-là d'effacement, les travaux de Benjamin Stora sur l'histoire de l'Algérie ont fait une analyse absolument prodigieuse. C'est La gangrène et l'oubli. C'est dans ce livre-là qu'il examine la mise en scène du refoulement de la guerre d'Algérie en fonction des conjonctures et des remaniements des grands récits du passé et de la fragmentation de récits, de leur décomposition, c'est-à-dire de choses qui relèvent d'un acte d'effacement beaucoup plus subtil que la simple substitution ou la création d'une histoire. Je mets dans une catégorie à part les non-dits et les refoulements. L'oubli collectif, Pierre Bayard en sait quelque chose, n'est pas nécessairement conscient. Il peut reléguer dans le non-dit des souvenirs traumatiques qui marquent des générations entières et qui ne sont pas simplement évoqués pendant un certain temps. N'importe qui a vécu dans un pays qui sort de la guerre ou de la guerre civile ou de massacres de masse a connu cette période où pendant 10-15 ans, il y a une chape de plomb qui s'abat sur le passé immédiat du pays. Dans la mesure où ces oublis sont liés au processus de refoulement et de retour du refoulé, je les place à part. L'oubli propre à la mémoire empêchée, c'est celui qu'étudiait Freud dans Psychopathologie de la vie quotidienne, c'est-à-dire le patient répète au lieu de se souvenir. L'oubli est partie prenante du travail de l'analyse, puisqu'il est l'œuvre de la compulsion de répétition, laquelle empêche la prise de conscience de l'événement traumatique. Eh bien, c'est cette même habilité, levée dans des intentions inconscientes, qui se laisse reconnaître sur un autre versant de la vie quotidienne, celle des peuples. Les oublis, les souvenirs écrans, les actes manqués prennent à l'échelle de la mémoire collective des proportions gigantesques que seule l'histoire, et plus précisément l'histoire de la mémoire, est capable de porter au jour. Alors, sur ce point, le livre d'Henri Rousseau sur le syndrome de Vichy a fait date, puisque son travail illustre tout à fait le genre de travaux historiques qui ont été menés sur ces oublis engendrés par le refoulement. Avec toute une... Je ne veux pas caricaturer son travail, mais il y a différentes phases à ce processus de refoulement et aux formes d'effacement qu'il identifie, y compris dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, selon lui, au sujet de cette partie-là de l'histoire, c'est-à-dire l'obsession mémorielle qui engendre d'autres formes d'effacement. De manière différente, les analyses réunies par Pierre Bayard et Alain Brossat au sujet des dénis de l'histoire examinent la pertinence à l'échelle collective du mot déni, qui est lui également emprunté au vocabulaire de la psychanalyse freudienne. Alors, catégorie, forme d'effacement, usage de l'oubli, c'est-à-dire la question qui me manque ici, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une société fait violence à son propre passé en l'amputant ainsi? Et disons que cette question-là est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous en dire aujourd'hui, mais pour catégoriser la chose, là, j'ai trouvé 4 angles d'entrée. Le premier, c'est la nécessité de la réconciliation. L'oubli national, notamment, intrinsèquement lié à l'usage que le pouvoir fait du passé, est un facteur essentiel de cohésion nationale et joue un rôle particulier dans le processus de réconciliation nationale qui suit une période de guerre civile, notamment. L'ouvrage de Jean-Michel Rey, consacré à l'oubli dans les temps troublés, s'est intéressé particulièrement à cette question-là
et à l'amnistie comme acte légal qui vise à interrompre de graves désordres politiques, des guerres civiles, des épisodes révolutionnaires, des changements violents de régime politique. À cet égard, l'amnistie opère comme une sorte de prescription sélective et ponctuelle qui laisse hors de son champ certaines catégories de délinquants et qui, au moins sur le plan de la mémoire nationale, impose un point final de discussion et d'accès aux archives très souvent sur les points de l'histoire qui sont bannis. Il y aurait bien des événements historiques à évoquer là-dessus, mais celui qui me venait à l'esprit en préparant ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est Pompidou en 72 qui accorde à Paul Touvier l'amnistie. Paul Touvier, c'est ce commissaire qui a tué 7 juifs pendant la période de collaboration. Et Pompidou, en l'amnistiant, va faire une conférence où il commence par dire quelque chose comme, je paraphrase, c'est pas ça tout à fait, mais il dit « Je me sens légitime à dire, n'est-il pas temps de cesser de faire saigner les plaies ouvertes de notre pays ?» C'est comme cela, et en tenant un discours de légitimation de l'effacement, qu'il justifie cette amnistie. Donc, fonction de réconciliation, fonction également, et notamment sur le plan culturel, de libération. C'est-à-dire, le livre d'Harald Weinrich, pour cela, il est très intéressant parce qu'il montre, notamment pour Rabelais et Montaigne, comment l'oubli est quelque chose de profondément positif dans ce cas-là, puisqu'il est vecteur d'une sorte de libération culturelle. Et dans le Gargantua ou dans les essais de Montaigne, différents passages présentent l'effacement et l'oubli comme une sorte de... Montaigne utilise même l'expression génie de la raison oublieuse, qu'il oppose à la culture scolastique, à l'érudition pour l'érudition, aux exercices de mémorisation qui fondent à ce moment-là grande part de l'éducation humaniste. On pourrait trouver exactement la même chose dans la deuxième considération inactuelle de Nietzsche, qui est un des textes fondateurs pour les ouvrages qui, au XXe siècle, abordent l'oubli, disons, sous son envers positif et comme quelque chose de profondément libérateur. À cela s'ajoute la fonction d'identification que peut véhiculer l'oubli. Alors, je n'insiste pas là-dessus. L'idée de l'exemplum et de l'histoire des grands hommes, de l'édification dans l'histoire, dit assez bien comment les effacements sont générateurs d'identification culturelle. Yerushalmi, notamment, dans Usage de l'oubli, a fait tout un travail sur la manière dont l'effacement opère dans la tradition juive pour construire une identification culturelle. Enfin, l'autre fonction de l'oubli, c'est la conjuration. C'est-à-dire l'oubli culturel rassemble un ensemble de rites, de phénomènes commémoratifs et d'hommages dont la fonction est celle d'une culture de la mémoire qui s'oppose à l'effacement des traces. Elle correspond à un besoin anthropologique de conjuration de l'oubli. Cette dernière catégorie est sans doute la plus importante pour nous, puisqu'elle renvoie directement à la mise en forme littéraire et culturelle de l'oubli collectif et à la part d'inventivité, de présence au monde de la littérature. Si le roman restitue le mémorable de l'histoire collective, il considère en priorité ce que la grande histoire a oublié, ce qu'elle a laissé de côté, ce qui est jugé indigne de mémoire, et il restitue davantage ce qui est perdu que ce qui est révolu. Et là-dessus, je m'arrête sur la phrase de Deleuze dans son livre sur Foucault, où le philosophe dit « Ce qui s'oppose à la mémoire n'est pas l'oubli, mais l'oubli de l'oubli qui nous dissout au dehors et qui constitue la mort. » Je crois que là, il y a la définition d'une sorte d'oubli au carré, et qui met le doigt sur l'importance de cette question dans notre culture, c'est-à-dire
Deleuze, il me semble que là, il indique clairement comment, sur le plan symbolique, la mort de quelqu'un ou l'oubli n'existe que tant qu'on en retrouve la trace. La mort n'existe que lorsqu'elle est reformulée sur le plan symbolique. C'est-à-dire, ce qui est important ici, c'est que l'absence est visible dans le cas d'un oubli conscient, tandis que l'oubli de l'oubli inconscient demeure inaperçu. Cette distinction ne se joue pas seulement dans le degré d'effacement ou dans sa gravité, il en va aussi de la conscience que nous avons de l'existence d'un individu, de son passage sur Terre ou des épreuves endurées par une communauté. Ce qui importe ici, c'est que la mort n'est réelle et ne le devient que si elle passe dans le symbolique. C'est ce devenir symbolique qui distingue la littérature de la mémoire collective qui l'entoure et qu'elle met en jeu. Cette question-là, je me la suis posée justement au sujet de ce que j'appelle le roman létéen et des romans de la première moitié du XXe siècle. Ce que Philippe Soupeau a nommé l'histoire d'un blanc dans ses mémoires de l'oubli, c'est 1927, eh bien cela varie au gré des conjonctures historiques et des formes littéraires, tout d'abord. On a bien sûr les récits tranchés de la Première Guerre mondiale, ceux de Léon Wertz comme Clavel Soldat, mais ces fictions reviennent également sur des faits méconnus de la colonisation. Je pense notamment à Aden Arabi de Paul Nizan ou à Barrage contre le Pacifique de Duras. Ces romans évoquent des périodes troubles comme celle de la collaboration, notamment Suite française d'Irène Nemirovsky, qui n'a été publiée qu'en 2004, je crois, mais qui raconte cette période. C'est un manuscrit qui est resté dans la famille pendant plus de 50 ans. Et bien sûr, parmi ces oublis, il y a ceux de l'expérience concentrationnaire, de livres comme ceux de Martin Chauffier, de Robert Merle, d'Elie Wiesel, et d'au moins 20 livres qui vont paraître dans les années 50 et raconter cette histoire. Dès les années 50, la première vague de fiction ou de récits qui reviennent sur l'expérience concentrationnaire en France, elle se situe entre 1954 et 1959 et elle va passer complètement inaperçue. C'est-à-dire, s'il y a bien quelque chose que le camp des collaborateurs et des résistants ont en commun sur le plan de la mémoire dans l'après-guerre, c'est cet effacement-là. C'est l'effacement de cette mémoire de l'expérience concentrationnaire qui ne va changer que dans les années 70. Ces romanciers reconfigurent en priorité des oublis nationaux. Au premier chef d'entre eux, ce qui s'impose, en tout cas ce que les romans désignent comme le récit qui s'impose, c'est un récit de la France éternelle qui instaure une version triomphaliste de la victoire de 14-18 et qui, dans l'après-guerre, se reconfigure de manière différente autour d'un récit magnifié de la libération. Le récit qui est oblitère, qui met de côté la défaite de 40, la participation active du gouvernement de Vichy à la déportation et la collaboration dans son ensemble. Ce ne sont pas les seuls oublis désignés par les romans. Il faudrait faire le détail de la façon dont les romans racontent comment les mouvements sociaux des années 30 sont également mis de côté. Dans l'orbite de la fiction, ces récits nationaux sont déplacés dans des affabulations insolites, celle d'éducation européenne de Romain Gary, dans des récits d'inspiration biblique, ceux de Bernanos ou de Ramu, dans des fictions d'inspiration mythologique, telles qu'on les trouve chez Giraudoux ou Yourcenar. Ces romanciers opposent à l'amnésie qu'ils désignent les difficultés du retour à la paix. C'est ce qu'évoque par exemple l'inspecteur des ruines d'Elsa Triolet, celle de la restauration républicaine qui suit la Seconde Guerre mondiale. Un roman comme Uranus de Marcel Aimé raconte très bien cela. Et d'autres biffages du matériau mémoriel, notamment des épisodes de la Première Guerre mondiale à la marge de l'histoire, comme dans Le bal du Nord de Macorlan, qui raconte une bataille entre Anglais et Allemands, où les Français se trouvent plus ou moins pris au piège.
Mais il n'y a pas que la guerre dans ces amnésies désignées par les romans. Il y a également tout un tas d'effacements qui ont rapport au progrès. Un roman comme La 628 d'Octave Mirbeau, qui paraît en 1907, je crois, raconte comment la voiture devient l'emblème d'un progrès qui efface des pans entiers de la mémoire collective. Parmi ces vecteurs d'effacement, il y a les projets de rénovation urbaine de grand ensemble. Le paysan de Paris, d'Aragon, raconte très bien cela en suivant dans le détail la défiguration de quartiers entiers de Paris et en représentant comment une partie de la mémoire de la ville disparaît à ce moment-là. Alors, il faudrait également évoquer rapidement comment ces romans racontent également de quelle manière l'oubli se joue sur le plan des discours, sur les discours doxiques qui configurent ce qui relève du domaine du dissible et de l'opinable, et comment ils prédisposent l'interlocuteur à mettre de côté des pans entiers du passé, y compris de son propre passé et de son expérience vécue. Je voudrais garder un peu de temps pour vous montrer comment cela se passe directement dans un texte précisément. Donc, je conclus cette partie dédiée au roman en disant, ce qui moi m'intéresse tout particulièrement, c'est d'envisager la littérarité de l'oubli dans les romans. Je veux dire par là que ces oublis, on peut les lire à partir de ces romans en fonction de 5 modes de sémiotisation. Le premier, c'est la narrativité. Il y a toute une manière de pister des récits vecteurs d'amnésie et de désigner comment des récits nationaux notamment s'imposent et effacent d'autres choses. Il y a une poéticité de ces oublis dans les romans. J'ai été frappé en disant, commençant à explorer Scorpius, à quel point la nuit est cet espace mémoriel dans les romans où l'effacement entre en action, et on le voit dans Voyage au bout de la nuit, mais également dans Mémoire de l'oubli de Philippe Soupeau, dans Départ dans la nuit d'Emmanuel Bove. C'est une métaphore, voire un chronotope récurrent. Poéticité, narrativité, cognitivité, c'est-à-dire que les romans désignent tout un tas de savoirs comme coupables d'oubli et leur opposent d'autres formes de connaissances. Je pense notamment à la psychanalyse et à son intégration et sa mise en fiction dans des romans comme c'est Benjamin Crevel dans Les pieds dans le plat. C'est un personnage qui passe son temps à soit reformuler des discours psychanalytiques, soit à consulter lui-même dans le roman, et il oublie sans cesse des pans entiers de sa propre vie. On pourrait reposer la même question de la connaissance psychanalytique et de sa mise en fiction liée à l'oubli dans Siegfried de Jean Giraudoux, où Siegfried, c'est cet Allemand complètement amnésique qui est que le narrateur prend sous son bras. Cognitivité et enfin théâtralité, c'est-à-dire que certains romans désignent des processions, des parades militaires, des formes de dramaturgie du pouvoir comme participant d'une sorte de théâtre de l'oubli. Pour évoquer cet aspect-là plus précisément, je vais maintenant rapidement, avec ce qui me reste de temps, dire un mot du texte que vous avez sous les yeux et qui est tiré de La Virée. C'est un des derniers chapitres du Feu de Barbus. Le Feu de Barbus pose cette question de l'amnésie collective et des modes d'effacement sous la forme d'un récit de tranchée dont l'esthétique peut être ramenée à la notion d'authenticité. Comme l'écrit Georges Darien dans Biribi, il s'agit de faire œuvre de quelques lambeaux saignants d'existence, et cela prend la forme, dans le cas du Feu, d'un récit de tranchée dont l'esthétique repose sur la restitution testimoniale d'une expérience vécue de la Première Guerre mondiale. C'est une relation d'une série d'expériences clés à la première personne, où le discours à la première personne et le discours testimonial est vraiment dominant. Or, dans ce passage,
nous nous trouvons dans une sorte d'accalmie éphémère qui arrive après 300 pages décrivant l'horreur de la guerre et des tranchées. Le groupe de poilus auquel appartient le narrateur sont du côté des civils et, chaussures cirées, uniformes scintillants, ils se promènent dans les rues d'une ville qui n'est pas nommée, mais dont on ne peut que présumer qu'elle se trouve en pays d'Artois, là où se déroulent la plupart des combats que raconte le roman. Si j'ai retenu ce passage, c'est d'abord que les éléments dramaturgiques qu'il mobilise évoquent les oublis de la France. Le théâtre dont parlent les romans historiques est généralement celui que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire celle de la théâtralité des processions, des parades, des spectacles propagandistes, etc. Or ici, ce qu'essaye de faire le roman, c'est de raconter ce qu'est un théâtre de l'amnésie collective partagé socialement. Et il le fait en observant ces effacements in situ. La promenade à laquelle se livre la bande flâneuse de poilus débouche sur un espace urbain dont les rites citadins tiennent eux-mêmes de la parade. On a sorti ces sourires comme un ornement, note le texte. C'est le pavé de la ville où l'on se montre, où les salutations et les rencontres participent d'une comédie urbaine. Ces rituels urbains théâtralisés sont d'autant plus lisibles qu'ils sont soutenus par un ensemble d'accessoires, des habitants sans dimanche, de robes et de chapeaux, et ils défilent dans une parade où l'uniforme des soldats joue le rôle du costume suprême, puisque c'est celui qui est gage d'héroïsme et qui auréole son propriétaire du récit national belliqueux qui, aux heures de l'Union sacrée, connaît ses heures les plus glorieuses. Ce jeu de costumes trouve notamment un contrepoint dans le visage de Blair. C'est l'un des poilus c'est un métayer dont la mâchoire a été arrachée et reconstituée et qui, dans ce passage-là, est sur son 31. Et le texte dit lui-même que, c'est Marthereau, un autre poilu, qui dit qu'il a l'air jeune et juvénile. Et c'est justement le fait que ce soit une gueule cassée qui le prédestine à être la bête de foire de ce théâtre à ciel ouvert. Ce théâtre urbain, le texte en recompose également le décor en des termes qui insistent sur le clinquant des lieux. À la ligne 6, il est question du ciel ensoleillé qui miroite et brille comme à travers les verrières d'une serre et fait étinceler les devantures de la place. Les soldats trouvent un certain confort, mais ils comprennent vite qu'ils ont un rôle à y tenir. Quel est ce décor précisément ? Eh bien, on en a le détail à la ligne 28. On voit des officiers anglais, des aviateurs reconnaissables de loin, à leur élégance svelte et à leur décoration, et des soldats qui promènent leurs habits grattés et leurs peaux frottées, l'unique bijou de leur plaque d'identité gravée, scintillant au soleil sur leur capote, et se hasardent, avec soin, dans le beau décor nettoyé de tout cauchemar. Cette dernière expression dit plus explicitement la dramaturgie de l'amnésie que le texte s'emploie à débusquer et à faire lire. La propreté immaculée des lieux, la pose des rites urbains, le décorum de ce théâtre sont ceux d'un pays qui se joue la comédie de sa propre innocence, dans des rites d'effacement collectif destinés à masquer la boucherie du casse-pipe en cours. L'érotique de la rencontre urbaine y joue un rôle déterminant, notamment dans la rencontre avec une prostituée au visage vérolé, que le texte présente comme une sorte de version horrifiante de la figure séduisante de Circé, envoûtant les compagnons de route d'Ulysse afin justement de leur faire oublier Ithaque. Le roman considère comme un récit mythologique d'oubli collectif cet antécédent homérique et le mobilise pour présenter cette figure de prostituée. Alors, on a vraiment une réécriture là, c'est-à-dire on voit, c'est la même thématique des plaisirs sensuels monnayés par la prostituée, le thème de l'envoûtement, puisque le poilu reste complètement saisi lorsqu'il est interpellé par la prostituée. C'est la même logique grégaire de groupe entre soldats, exposés au dangereux pouvoir séduction d'une femme ensorceleuse, etc. Dans ce théâtre de l'amnésie,
Le clou du spectacle est un théâtre de mannequins en bois. Alors c'est à peu près au milieu de la page 279. Un marchand de confection a réalisé devant une devanture de magasin une scénette à la gloire de l'amitié franco-allemande. Sur un sol semé de petits cailloux, comme dans un aquarium, un mannequin figure un soldat allemand. Il porte une croix de fer en carton et se tient agenouillé devant un soldat français auquel il tend les bras. Un écriteau explicite le titre de la composition, « Camarade », crie-t-il au soldat français. Le képi d'enfant porté par l'officier allemand de la scénette, la dominante rose visible dans les mains du soldat allemand, ou les joues incarnadines du français, le fusil emprunté à la panoplie d'une boutique de jouets et d'autres détails encore, épingle une sorte de construction puérile dont la célébration de l'amitié franco-allemande fait écran à la réalité des tranchées. Et c'est cette mauvaise comédie qui ramène les poilus à la lucidité. Tout de suite après la description de cette mise en scène, le narrateur dit « Nous commençons à rire jaune, offusqués et blessés à vif dans nos souvenirs frais. » Il rentre alors dans une sorte de silence temporaire qui autorise une seconde passante à les interpeller et à engager un dialogue qui s'avère être un piège qui se referme sur les poilus. « Dites-moi, vous messieurs, qui êtes de vrais soldats du front, vous avez vu cela dans les tranchées, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Oui, » répondent énormément intimidés et flattés jusqu'au cœur les deux pauvres hommes. « Ah, tu vois ?» Et ils en viennent, murmure-t-on dans la foule. Sur un ton badin et flatteur, la question est rhétorique, la locution invariable, n'est-ce pas, engage l'interlocuteur à confirmer une déclaration. La passante, loin d'être baudelairienne, est mi-fée, mi-gorgone, sans les regarder, mais simplement en les effleurant. Elle immobilise instantanément les poilus qui se trouvent justement médusés par cette apparition, dit le texte. L'assentiment onomatopéique des personnages, l'inaptitude du soldat à communiquer son expérience des tranchées, ne saurait mieux dire la puissance des discours doxiques qui circonscrivent soudain le domaine du racontable et exclut du récit national la mémoire traumatique de ceux qui étaient sur le front. Je trouve que le passage rend d'autant plus la violence de cette exclusion du domaine de la mémoire parce que cette violence-là se joue dans les mêmes termes que ceux de l'ensemble du récit. Tout le récit de Tranchées repose sur le principe performatif de la parole testimoniale comme source d'attestation d'une histoire vraie parce que vécue. Or, ce que la passante exige d'eux, c'est ce même témoignage. C'est d'attester par leurs paroles la vérité d'un spectacle qui nie leur expérience de la guerre. Le roman fait entendre là les représentations et les discours dans lesquels une société tout entière invite les poilus à prendre part à l'entreprise collective d'effacement de leur propre expérience vécue de la guerre. Alors que nous ne sommes qu'à la moitié de la Première Guerre mondiale, ça a été écrit en 1916 et je crois que c'est publié en 1917. Le roman raconte comment la guerre se joue déjà sur le plan symbolique comme une guerre des mémoires. Loin de s'en tenir à une parole testimoniale, la fiction représente les spectacles qui réécrivent les événements, les discours doxiques qui dessinent le domaine du dissible, les mots par lesquels on substitue une histoire à une autre. Et je conclurai là-dessus en disant que si ces romans l'étéens m'intéressent, c'est qu'ils donnent à croire, hypothèse à vérifier, mais que la fiction est cet espace particulier qui est en mesure de donner des contours et une présence à des oublis qui, par définition, ne laissent que peu de traces. Je crois que les enjeux éthiques que soulèvent ces romans-là aussi sont différents de ce qu'on appelle généralement la fiction de mémoire ou le roman mémoriel, parce qu'il ne se joue plus dans la notion de restitution et encore moins dans la notion de devoir de mémoire. Je crois que le rapport qu'instaurent ces textes-là, parce qu'il part de la fiction, se joue sur un devoir d'invention, de créer un espace fictionnel dans lequel peut se faire entendre ce qui est relégué dans l'oubli.
qui renvoie tout simplement à la déterritorialité de la littérature, à ce hors-lieu qu'est le roman, et que je comparerai, pour terminer, au jeu de l'encre invisible. Comme le jeu de l'encre invisible, dans lequel la chaleur d'une flamme fait apparaître sur la page qu'on croyait blanche des mots écrits à l'aide d'encres acides passées inaperçues jusque-là, le roman L'été-un révèle les effacements que l'amnésie collective de l'après-guerre ou de l'avant-guerre ne se souvenait même plus d'avoir accomplis. De ces oublis au carré, il indique qu'il compose les dysfonctionnements, les empêchements, les manques et les trous de mémoire sur lesquels se fondent nos représentations du passé. Il élève le caractère abrasif et acidulé de ce jeu d'enfant au rang de vocation l'étéenne qui montre l'abysse des oublis sur lesquels se construit notre mémoire collective, aux récits magnifiés, aux figures héroïques, à la solennité des discours que l'histoire croyait avoir bâtis pour de bon. L'espace romanesque oppose la désolation et le grotesque de ces personnages, les apories d'une histoire écrite par les vainqueurs et les dysfonctionnements de sa mémoire, comme les réinventions fictionnelles qu'il suscite. Ainsi la béance de ces discours et de ces récits qui donnent à lire les oublis que chacun croyait avoir définitivement effacés et les fêlures du passé qui lézardent les cathédrales éphémères du présent. Je vous remercie.